Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre des Rendez-vous d'Histoire de Québec en collaboration avec l'Institut d'Histoire de l'Amérique française. Cette table ronde qui a été organisée conjointement par nous quatre, en fait, porte sur une question qui n'a pas souvent le bénéfice des projecteurs, c'est-à-dire la profession d'historien consultant. L'objectif, en fait, aujourd'hui, c'est un peu de faire l'état de la situation du travail de l'historien professionnel. Et l'idée derrière cette rencontre-là, c'est en fait de démystifier le travail de l'historien ou de l'historienne consultant, consultante, d'en faire connaître à la fois les plaisirs, les possibilités, les contraintes et les défis. Bref, d'en offrir un portrait le plus honnête et complet possible pour favoriser la discussion entre les historiens qui proviennent de tous les horizons et surtout d'en apprendre un peu plus sur un métier qui est trop peu ou mal connu. Pour commencer, je vais me permettre de présenter les intervenants de la table de cet après-midi. Je me présente moi-même pour commencer. Je m'appelle Karine Hébert, je suis professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski et j'agis aujourd'hui à titre de vice-présidente de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, qui a commencé il y a quelque temps une réflexion justement sur la façon d'intégrer de manière plus dynamique les historiens de tous les horizons, donc pas uniquement du milieu universitaire. Nous avons avec nous trois intervenants, trois historiens, historiennes, consultants professionnels qui sont bien connus des Rendez-vous d'Histoire de Québec. La première, Catherine Ferland, qui est titulaire d'un doctorat en histoire, qui porte sur la consommation et l'alcool en Nouvelle-France, dont elle a tiré un ouvrage bien reconnu, Bacchus en Canada. Catherine est conférencière, auteure de nombreux ouvrages et d'articles, à la fois scientifiques et grand public, toujours autour de l'histoire culturelle, de l'histoire de la consommation, de l'alimentation et des plaisirs de la vie, j'aurais tendance à dire. Elle est également connue comme chroniqueuse. On l'a entendu à Radio-Canada, on l'a lu au Devoir, et elle est présidente des services Vitae Omnis, et aussi fondatrice et présidente des Rendez-vous d'Histoire de Québec. On a aussi avec nous Serge Dupuis, qui est également détenteur d'un doctorat en histoire, qui est par ailleurs chercheur associé à la chaire de recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et surtout, il pilote son propre cabinet de consultation dans lequel il offre des services à la fois d'analyse et de recherche. Il a également publié de nombreux ouvrages et articles primés, entre autres sur la francophonie canadienne et nord-américaine. Et finalement, on a avec nous Émilie Guilbeault-Caillé, qui est détentrice d'une maîtrise en histoire, qui a publié quelques ouvrages, dont un toujours d'actualité qui porte sur la crise d'Oka, et il y a quelques années, un ouvrage très sensible sur l'histoire des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Ça fait déjà une quinzaine d'années qu'elle travaille comme consultante, comme recherchiste, et elle œuvre à la fois dans le domaine de l'histoire et de l'édition. Donc, j'ai fait des présentations très, très rapides, mais j'aimerais maintenant vous céder chacun la parole à votre tour pour un peu vous présenter et présenter votre cheminement, hein, comment vous en êtes rendu à œuvrer comme historien ou historienne consultante. Je vais vous donner à peu près 2 minutes chacune pour le faire et ensuite on plonge dans le vif du sujet. Je donnerai la parole en ordre selon l'ordre selon lequel je vous ai présenté. Donc, Catherine, la parole serait à toi pour commencer. Bon. Alors, comme il a été dit en présentation, oui, j'ai un doctorat en histoire, mais mon histoire commence pas là, en fait. Je suis une fille du Lac-Saint-Jean. Je suis née à Dolbeau, mais je suis arrivée à Québec en 1999 pour commencer une maîtrise à l'Université Laval. Ensuite, j'ai fait un passage accéléré de la maîtrise au doctorat. Et c'est là que je me suis spécialisée dans l'histoire des boissons en Nouvelle-France. Et j'ai eu la piqûre pour les sujets plaisir, effectivement. J'ai décidé d'aller un peu dans la paraconsommation, l'histoire du tabagisme, toutes ces... Bon, disons, la consommation des substances psychotropes aussi m'intéresse beaucoup parce que je trouve que ce sont des bons révélateurs des comportements humains.
Et en fait, après mon doctorat, comme beaucoup de gens qui font des études de troisième cycle, j'aspirais à une carrière universitaire. En fait, j'avais pas vraiment envisagé de faire autre chose que ça. Ce qui fait que tout ce que je trouvais comme contrat, c'était un peu par défaut en attendant, dans ma tête en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai quand même acquis une belle expérience on va dire en parallèle, en histoire publique, mais sans savoir que cette expérience-là deviendrait très contributive à mon expérience de carrière finalement. Parce que après quelques années disons, à postuler pour différents postes dans des universités du Québec, je me suis rendu compte que finalement, ma place était probablement plus en communication auprès du public directement. J'aime beaucoup travailler avec des clients aussi. Donc, c'est comme ça qu'en 2014, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise. Je me suis enregistrée. J'ai commencé vraiment tout de suite d'emblée à travailler avec de gros clients pour, disons, mettre en valeur leur histoire, mettre en valeur le patrimoine de différentes institutions et tout ça. Donc, c'est comme ça que je suis un petit peu arrivée par hasard à une carrière que je ne m'étais pas vue faire du tout, mais qui me convient parfaitement. On va sûrement en reparler tout à l'heure. Donc, par ses côtés très libres, on m'a déjà qualifiée d'historienne non pas autonome, mais libre. Je trouve que ça me va très bien. Je l'assume parfaitement. Donc, c'est un petit peu de ça qu'on va pouvoir se parler aujourd'hui. Voilà. Merci, Catherine. Maintenant, la parole serait à Serge. Oui, bien, merci de l'invitation. Je vous dirais que moi aussi, j'ai un peu un parcours d'historien libre. Donc, je suis originaire du Moyen-Nord de l'Ontario, donc dans des petits villages qui s'appellent Val-Thérèse et Verneux. J'ai commencé, je dirais, comme jeune militant franco-ontarien qui s'est intéressé à des questions patrimoniales dès l'adolescence. Donc, j'ai fait des études en histoire et puis je me disais que j'irais peut-être en enseignement, peut-être en journalisme, qui étaient deux débouchés finalement évidentes lorsqu'on fait des études en histoire. Mais je dis souvent aux gens que j'ai oublié d'arrêter de faire des études. Donc, j'ai eu l'occasion d'accéder à des bourses pour faire la maîtrise et le doctorat, puis me faire payer pour faire ça. Donc, finalement, j'ai pas vu de raison de m'arrêter, mais sauf qu'une fois que le doctorat s'arrête, il faut se poser des questions. Donc, moi aussi, je suis passé au travers du processus de faire quelques concours, quelques entrevues. Et puis, à chaque fois, on nous disait, vous êtes 28 candidats, vous êtes 32 candidats. Donc, j'ai appris à ne pas me fier à ça. On va dire ça comme ça. Et puis, en même temps que cette réflexion-là se faisait, eh bien, j'ai commencé à avoir des contrats pour des recherches dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération, donc aux alentours de 2016. Puis j'ai aussi obtenu un contrat conjointement avec Sophie Blais pour écrire l'histoire d'un village forestier privé qui s'appelle Dubreuilville. Donc, ces deux choses-là se passent en même temps et je me suis dit, finalement, j'ai eu la chance d'être inondé de contrats. Donc, dans cette dimension-là, c'est un peu un accident de parcours là, que je me suis mis à faire de la consultation. Il y a comme eu une opportunité qui s'est manifestée et je l'ai saisie. Puis finalement, je regarde à tout ça, puis j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup m'intéresser à quelques projets en même temps. Donc, c'est pas une erreur de parcours finalement. Je pense que ça reflète bien là, ma personnalité puis mes capacités là, dans ce domaine-là. Merci Serge. Maintenant, la parole serait à Émilie. Merci Karine. Merci de m'avoir invitée à cette table ronde. Donc, comme mes collègues, moi aussi, je suis arrivée un peu par hasard à la consultation en histoire. Moi, ça s'est manifesté après ma maîtrise en histoire à l'Université Laval. Par hasard, une amie qui avait pris un contrat pour faire l'histoire de la Chambre de commerce de Québec ne pouvait plus le faire, m'a demandé si je voulais prendre sa place. Et j'ai accepté, là, ne sachant pas trop dans quoi je me lançais. Puis finalement, ça, c'était en 2008. Et depuis ce temps-là, je suis consultante en histoire. Je n'ai jamais arrêté de faire des mandats les uns après les autres ou des fois les uns pendant les autres. Donc, voilà. Donc, 12 ans de consultation en histoire. J'ai fait des mandats vraiment divers. Mise en valeur du patrimoine, histoire autochtone, histoire urbaine, histoire institutionnelle. J'ai également été copropriétaire des services historiques 6 associés avec mon amie et collègue Marie-Ève Ouellette, donc une entreprise qui offrait des services touristiques à Québec. Et à mon arrivée dans la compagnie, on a développé un service de recherche. Donc, encore là, plus de recherche documentaire, rédaction, organisation d'événements d'histoire également.
Et donc, voilà, ça m'a amené à faire des mandats pour toutes sortes d'institutions, des musées, des ministères, une congrégation religieuse. Mon plus gros contrat dernièrement, ça a été de travailler pour les Sœurs de la Charité de Saint-Louis du Québec qui m'avaient engagée pour écrire leur histoire depuis qu'elles sont arrivées en Amérique. Un livre qui a été publié l'année dernière chez Septentrion. Donc, voilà, des municipalités également. Depuis ce temps-là, je fais des choses très variées, autant dans mes tâches que pour les clients que j'ai. Donc, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, là, mais cette variété-là est très intéressante dans mon parcours. Voilà. Bien, merci à tous les trois. Je pense que maintenant, la table est mise, on vous connaît mieux, on sait d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites. C'est maintenant le temps de plonger dans, justement, le cœur de votre travail comme historien consultant. On va y aller avec quelques blocs de discussion qui vont porter chacune sur une thématique bien spécifique. Je vous laisserai la parole chacun pendant peut-être 2 minutes pour commencer sur chacun de ces blocs-là. Allez-y de manière très concise et ensuite, on pourra discuter ensemble sur certains points là, sur lesquels vous aimeriez revenir. Pour commencer, en fait, j'aimerais vous entendre parce que avec le recul, vous avez tous quand même plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'histoire comme histoire consultation. Puis, ça paraît de la manière dont vous vous êtes présenté, là, c'est un monde qui est rempli de plaisir, d'avantages, de stimulation. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui, au final, fait que vous aimez votre travail? Hein? Qu'est-ce qui fait que vous vous y épanouissez à la fois comme historien ou historienne ou bien comme personne aussi? Donc, j'aurais tendance à donner la parole à Serge pour commencer. Un petit 2 minutes, puis ensuite on voit. Je vous dirais que c'est l'occasion de travailler dans un domaine qui me passionne. Évidemment, je suis en mesure de travailler sur des sujets qui sont en lien direct ou indirect avec mon expertise. Je vous dirais que j'ai dû élargir, je ne sais pas, j'ai élargi autant mon bassin de recherche que je l'ai développé à partir de sujets connexes. Ça me permet de continuer à lire, de faire de la recherche et d'écrire, ce qui est quand même un luxe quand on y pense là, aussi, là, d'avoir cette possibilité-là. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai l'impression que j'aurais pas pu faire autre chose là, parce que j'avais envie de continuer à étudier, puis j'avais envie de continuer à faire de la recherche, puis à approfondir mes connaissances, puis mes aptitudes. Donc, je peux passer 90% de mon temps à faire de la recherche, de l'analyse, de la rédaction. Et de la communication. C'est un travail qui nécessite quand même assez peu d'administration, qui en nécessite un peu, mais qui en nécessite pas beaucoup, avec une paix respectable, un niveau de souplesse et de flexibilité au niveau des heures. Je peux vraiment mettre mon meilleur 30 heures par semaine dans mon travail, puis ensuite faire autre chose. Ce qui est vraiment un autre beau luxe qu'on peut se permettre quand on a ce niveau de formation-là. Et qu'on a une jeune famille, donc ça offre beaucoup de latitude. Puis aussi d'avoir un impact sur le terrain parce que mes étudiants, c'est des organisations communautaires, c'est des fonctionnaires maintenant, donc j'ai l'occasion de travailler avec eux pour développer des outils qui sont directement utiles à leur travail. Donc ça aussi, c'est quand même assez valorisant. Donc je vous dirais que il y a quand même beaucoup de plus dans ce genre de travail-là. Merci Serge. Émilie, j'aimerais voir ce que tu peux ajouter à ce que Serge vient de dire justement sur cette idée de possibilité de faire de la recherche, de l'analyse, de la rédaction, peut-être plus des fois que d'autres personnes qui seraient en poste où l'administration est pas mal plus importante. Souplesse, flexibilité, etc. Donc, ton expérience par rapport à ça, Émilie. Oui, certainement. Moi, évidemment, je partage l'avis de mon collègue Serge. La liberté qui vient avec ce type de travail-là est vraiment très intéressante. Mais moi, je pense que ce qui me stimule le plus dans la consultation en histoire, c'est la variété des mandats. Donc, moi, je suis vraiment une fille qui fonctionne par projet. J'aime avoir mon attention sur plusieurs choses en même temps. La variété des mandats, donc travailler pour des clients différents sur des sujets parfois totalement différents. J'ai parfois l'impression d'être en formation continue, là, presque 100% du temps. J'apprends des nouveaux sujets, des nouvelles choses. Donc, je fais des tâches qui sont souvent les mêmes, mais pour des clients variés et sur des sujets variés.
Donc, il y a des livrables qui sont pointables à des temps prédéterminés. Donc, il y a une grande valorisation, l'impression d'avancer beaucoup dans ce travail-là. J'apprends beaucoup de choses sur des nouveaux sujets. Je rencontre toujours des nouvelles personnes avec des nouveaux clients, des nouveaux mandats. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la variété, pour moi, c'est vraiment un gros plus dans la consultation en histoire. Merci. Catherine, est-ce que tu as des choses à ajouter sur les plaisirs et les avantages du travail de consultant? Bien, moi, il faut que je fasse une confession. Je suis une très mauvaise employée. OK? Ça veut dire que très rapidement, quand je suis arrivée en milieu de travail, je me suis rendu compte que j'aimais pas la hiérarchie, j'aimais pas la structure administrative, par exemple, dans un département. Non pas les gens qui y travaillent, mais plutôt le carcan que ça peut représenter. Et donc, pour moi, le travail autonome, le fait d'être propriétaire de mon entreprise, pour moi, c'est précieux parce que c'est de l'indépendance pure et dure. Je dirais aussi qu'au fil des années, il m'est arrivé tellement de mandats différents que maintenant, j'ai le luxe de pouvoir les choisir. Si quelque chose ne fait pas mon affaire, je peux tout simplement déléguer. Je peux rediriger vers d'autres travailleurs autonomes que je connais. D'ailleurs, je m'en prive pas. C'est un tourniquet, ce monde-là. On est quelques-uns. On peut s'envoyer des clients, des mandats. Et ça nous revient souvent aussi. Là, il y a beaucoup de retours d'ascenseur. Donc, cette façon de procéder-là fait en sorte que je peux sélectionner quand même des trucs qui m'intéressent, dans lesquels je vais m'épanouir aussi en tant que chercheuse. Je dirais aussi que le fait de pouvoir rencontrer des gens, c'est important. Pour paraphraser l'architecte dans Astérix Obélix, c'est d'abord des rencontres. C'est un petit peu ça parce que le fait de pouvoir travailler avec des clients aussi différents, moi, c'est des rencontres humaines que j'apprécie beaucoup. Je fais beaucoup d'histoires corporatives, d'histoires d'entreprise plutôt, puis le fait de travailler avec des gens d'affaires, pour moi, c'est quasiment une sorte de mentorat en continu. Je trouve ça extrêmement riche. Je rencontre des gens qui ont comme on dit, selon l'expression consacrée, bien réussi dans la vie, là, mais je découvre un peu les valeurs qu'il y a sous ces réussites-là. Puis je découvre des gens qui sont extrêmement humains, qui sont souvent, comme on dit, les valeurs à la bonne place. Puis moi, ça m'inspire beaucoup. Donc, pour cette raison-là aussi, j'aime beaucoup ce que je fais et je me dis que j'aurais possiblement pas eu cette liberté-là si j'avais pas été à mon compte comme historienne professionnelle au Québec. Puis je dirais aussi qu'en tant que maman de 3 ados, j'aime ça les faire participer un petit peu à ce qui se passe dans ma vie. Ils sont au courant de ce que je fais. Quand j'ai un nouveau mandat, je leur en parle. Quand j'en termine un puis qu'ils m'entendent pousser mon « houhou », ils savent que ça a bien été. Puis disons que je trouve ça intéressant aussi. Ça en fait une sorte d'aventure familiale. Même s'ils ne travaillent pas avec moi, ils sont avec moi là-dedans. Et ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ça en tant que, mettons, professeur d'université. Donc, pour moi, c'est très, très précieux. Encore là, ça nous ramène à l'être humain. Là, pour moi, c'est une valeur, c'est un aspect très important de ce que je fais. C'est bien, on a vraiment comme 3 points de vue qui sont complémentaires de très belle manière. Donc, on a d'une part la souplesse, la flexibilité sur laquelle tu pointais, Serge. Ensuite de ça, la variété des mandats et puis l'apprentissage en continu dont Émilie parlait. Puis ensuite, l'indépendance, la liberté, mais aussi le caractère très humain. Ce que je comprends de tout ça, c'est que vous êtes tous en contact direct avec vos clients, ce qui nécessite des compétences, des qualités particulières, mais qui semble être très enrichissant pour vous. Et ce que j'ai ressorti aussi de vos interventions, c'est un peu la satisfaction d'avoir des projets qui roulent. Émilie disait, on en fait beaucoup, il y a des livrables qui viennent à des temps donnés. Catherine, tu dis le you de la fin d'un mandat. Donc, il y a quand même quelque chose de stimulant et de dynamique dans ce genre de travail-là. Juste par curiosité, est-ce que des fois c'est étourdissant? Certainement. Certainement. Il y a beaucoup de liberté associée à ça, mais il y a aussi parfois des momentum qui arrivent où là, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Puis là, on a dit oui à plusieurs choses, puis là, tout converge vers le même point, et là, les courriels rentrent d'un contrat, d'un autre contrat en même temps. Là, il faut gérer autant les communications que le contenu, que tout ça en même temps. Fait que oui, effectivement, des fois, l'agenda est trop plein. Là, il faut... on apprend à la longue à moins le remplir, mais
Puis vous avez pointé tous sur certains aspects qui vous plaisent, donc continuez de faire de la recherche tout le temps, hein, c'est ce que tu disais, Serge, de toujours en faire, Émilie, d'apprendre, Catherine, d'avoir des contacts humains. Si je vous disais pointer la tâche de votre travail que vous aimez le mieux, j'imagine que c'est pas de remplir les contrats, là, mais qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous réveillez puis vous dites, bon, aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que c'est ça que j'ai à faire? De mon côté, moi, je dirais que c'est l'occasion de créer, vraiment, là, parce que bon, on peut se faire reprocher là, de se targuer de l'expression artiste, là, mais je pense qu'il y a un peu de subjectivité et d'interprétation qui vient avec la nature de notre travail. C'est pas strictement mécanique, il y a quand même une dimension artistique puis comment dire, très ancrée dans le monde contemporain à partir duquel on écrit aussi. Donc, j'écris avec une certaine conscience que je fais avancer les connaissances un peu et puis que la prochaine personne qui va se pencher sur ce sujet-là ou un sujet connexe va approfondir la connaissance à nouveau. Donc, je pense que j'ai une certaine humilité là-dedans. Parfois, je n'aime pas tous les jours de la recherche non plus. J'ai parfois l'impression que mon cerveau est pourri là, à lire des procès-verbaux qui sont absolument laconiques et puis qui partagent des détails qui ne m'intéressent pas du tout. Mais je dirais que c'est vraiment une petite minorité de mon travail. Vraiment, quand j'arrive au point où puis au-delà de la description et que j'arrive dans un travail d'analyse d'un récit interprétatif, c'est là où finalement là, j'ai la plus grande satisfaction de mon travail. Puis avec l'obligation de produire des résultats périodiquement, eh bien cette satisfaction-là, on peut la retrouver quand même assez souvent. Je dirais même à tous les mois. On en a des moments comme ça où on a, de mon côté, ça va être des matinées d'écriture où je vais en avoir pendant 2 semaines. Ça peut être très, très satisfaisant tout ça. Merci. Catherine, Émilie, peut-être? La tâche là, qui fait que vous avez le goût le matin de vous lever? Bien, moi, je me suis rendu compte que j'adore les débuts de projet. J'aime créer avec, mettons, mon client ou créer un projet de toute pièce. J'aime les débuts, j'aime mettre en place une stratégie pour arriver à l'objectif. Pour moi, personnellement, ce qui peut être plus difficile, c'est de finir. On dirait que dans les derniers 1000, il y a comme un attachement au projet qui fait que j'ai pas envie de le laisser aller des fois. Donc, mais pour moi, les débuts, c'est toujours très stimulant. Puis j'aime cette planification-là, l'espèce d'euphorie qui vient avec le début d'un projet, puis on a plein d'idées, on est encore en phase un peu de brainstorming, et ça, je trouve ça très, très riche. Puis dans mon cas, comme je travaille beaucoup avec des entretiens avec des personnes, donc je suis vraiment en termes bon, c'est presque du journalisme d'une certaine façon, parce que je fais beaucoup d'entrevues orales aussi pour aller chercher de l'information sur des entreprises. Et cette partie-là, je la trouve très intéressante aussi, quand je sais que je m'en vais rencontrer quelqu'un, puis qui va me parler de son expérience, de son parcours. Moi, je trouve ça fascinant, là. Je sais que ça va être une belle rencontre. On y revient toujours. Il y a de ça aussi. Donc, ça c'est quelque chose qui m'enthousiasme tout particulièrement là, dans les mandats que je fais. Merci. Émilie, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, moi, en fait, comme Catherine, là, la rencontre, moi, c'est vraiment un moment que j'adore. Dans le contrat avec les religieuses, j'ai fait des entrevues orales. C'était la première fois que je faisais ça. Et ça m'a vraiment touchée de faire ça, de me lever le matin, d'aller rencontrer des gens, de leur parler de leur expérience pour aller, moi, en tirer une matière pour écrire. Ça, j'ai adoré cette partie-là, parler avec les gens de leur expérience. Et au contraire de Catherine, la rencontre de la fin, moi, je l'adore. La rencontre de la fin où on se dit « Hey, on a bien fait ça, bravo tout le monde, le projet est fini, c'est beau ce qu'on a fait, on est content. » Moi, ça, j'adore ça. Puis j'ai un moment précis en tête là, quand j'ai lancé le livre, j'ai le lancement du livre sur les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. À Lévis, il y avait plein de religieuses. Puis là, j'ai fait mon discours sur lequel j'avais travaillé pendant je ne sais pas combien d'heures avant parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais dire. Je voulais tout dire puis rien dire en même temps. J'ai pleuré 3 fois pendant le discours. La directrice qui était là aussi, qui a fait un discours, elle pleurait aussi. C'était comme un moment de joie. On a travaillé tellement fort pour faire ça. C'est beau ce qu'on a fait. Oui, la satisfaction reliée à ce moment-là, pour moi, est vraiment... Mais il y a effectivement un attachement, comme Catherine le disait, là. Mais ouais, fait que voilà.
Dans le cas du Bréville, qui était mon premier gros mandat, j'ai eu l'occasion de travailler avec une famille. Puis ça, c'était fascinant quand même parce qu'on pouvait observer les dynamiques internes à partir de documents, mais aussi avec des entrevues, puis pas juste. Puis je dis au pluriel, là, il y a certaines personnes que j'ai interviewées 7 ou 8 fois. Donc, des entrevues de suivi pour à chaque fois rajouter une couche de complexité dans des dimensions qui sont historiques, qui sont rarement documentées et qui nous permettent de faire un travail humain qui nous rapproche d'une certaine manière de notre propre humanité aussi, là, parce qu'on a tendance à l'université de nous former, de regarder la réalité d'une façon objective. Puis, je veux dire, on y tient encore, sauf que d'aller chercher ces niveaux de subjectivité-là chez les êtres humains et d'établir des connexions avec eux afin de les accompagner dans la découverte de leur propre histoire, ça, c'est extrêmement valorisant. Puis, j'aurais peut-être eu l'occasion de le faire dans une carrière universitaire, mais dans ce cas-ci, j'ai pu le faire avec mes propres critères, puis en co-création avec la famille. Ça veut dire qu'il faut avoir une meilleure idée de ce que représente notre éthique professionnelle aussi, là, surtout quand on cherche à faire une publication qui est de valeur scientifique, qui n'est pas de valeur inférieure, mais égale à ce que nos collègues à l'université peuvent produire dans les mêmes maisons d'édition qu'ils publient. Moi, j'y tiens à cette dimension-là de mon travail, mais sauf que ça peut être très enrichissant, puis j'ai trippé là, de cette expérience-là, et puis d'autres plus petits mandats que j'ai eus depuis ce temps-là. Merci à tous. Ça donne vraiment un portrait très, très, disons, enthousiaste, dynamique. On voit vraiment la variété des choses que vous avez à faire. Puis pour poursuivre dans cette lancée-là, puis peut-être pour revenir sur le plancher des vaches un petit peu, j'aimerais vous entendre aussi sur les possibilités qui sont associées à ce travail-là. Est-ce que vous arrivez à vivre à la hauteur de vos ambitions? Est-ce que comment vous gérez concrètement le multitâche? Comment est-ce que vous trouvez vos mandats ou vous les choisissez? Des questions très, très concrètes sur comment ça fonctionne, votre travail, et qu'est-ce que ça vous offre comme possibilité d'emploi finalement? Peut-être commencer cette fois-là avec Émilie. Oui, certainement. En termes de possibilités, moi, je trouve vraiment que c'est un travail qui ratisse large. Il y a plusieurs possibilités. Il s'agit d'avoir un peu de créativité pour trouver ou pour penser à des mandats. Mais moi, un jour, ça m'a frappé quand j'ai eu par hasard 2 mandats de recherche documentaire pour des cabinets d'avocats. Et donc là, je ne faisais pas un travail d'historienne à ce moment-là. Je faisais vraiment un travail de recherche documentaire et je remettais la recherche à quelqu'un d'autre. Puis je me suis dit, mais c'est ça, en fait, les compétences que j'ai, celles particulièrement de la recherche documentaire et de la rédaction, mais aussi d'autres, là, sont applicables à divers domaines, à divers clients, dans divers mandats qui sont souvent en histoire dans mon cas, mais pas forcément en histoire. Et donc là, c'est comme s'il y avait un pan qui s'était ouvert devant moi, que j'ai vu, mais là, ça, je peux faire n'importe quoi avec ces compétences-là. Et donc, pour moi, les possibilités sont pratiquement infinies. Et mes clients et les tâches que j'ai faites sont vraiment, vraiment diverses. J'ai fait de la création de bases de données, de la recherche documentaire, des fois recherche combinée avec rédaction, des fois seulement rédaction, des fois, donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc oui, moi je pense que les trois, on va dire la même chose. Oui, on peut vivre de ce travail-là, de la consultation en histoire, en ayant un peu de créativité. Et donc, pour la gestion plus concrète des tâches, c'est un peu... Moi, j'ai pas vraiment de plan de match, là, c'est un peu instinctif. Donc, on discute avec des clients. C'est très important de discuter des besoins du client. Puis ensuite, on établit un plan de match en fonction de ce qu'il demande. Il ne demande pas toujours la même chose. Donc, c'est à nous de voir quel processus on met en place pour répondre aux besoins de chacun des clients. Voilà. Donc, beaucoup de souplesse, mais aussi prise de conscience que toutes les compétences acquises dans le cadre d'une formation en histoire sont extrêmement vastes. Là. On peut les appliquer à plusieurs types de mandats, de recherche, de rédaction, etc. C'est parce qu'on n'y pense pas tout le temps d'emblée. Que on les applique souvent dans un contexte qui est le même, celui de l'histoire, parce que c'est ça qu'on a appris à faire. Mm-hmm. Mais quand on s'y arrête, là, la recherche documentaire, ça peut aller très loin. On peut faire de la recherche. Tout le monde a besoin de recherche, là.
à un certain niveau ou à un autre, ne serait-ce que pour l'histoire interne d'une institution, des choses comme ça. Donc, c'est ça, il s'agit d'y penser. Donc, voilà. Merci. Catherine, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur ces possibilités-là et puis ce que ça permet de faire concrètement comme genre de travail? Bien, je dirais que c'est important de diversifier son portefeuille parce que quand on sort d'une maîtrise ou d'un doctorat, évidemment, on a acquis une expertise dans un sujet précis et c'est important d'être capable d'aller au-delà de ce thème ou de cette de ce qu'on maîtrise pour aller plus loin. Et c'est un petit peu ce que Émilie et Serge ont décrit tout à l'heure, tu sais, c'est de dire, bon, telle opportunité se présente, eh bien, j'y vais, je vais apprendre à me former sur l'histoire des croix de chemin au Québec, l'histoire du transport, l'histoire de la fabrication de biscuits. Il y a toutes sortes de mandats comme ça qui arrivent vraiment, je dirais qu'il y a une part de hasard, faut pas se le cacher. Je n'appellerais pas ça de la chance, mais j'appellerais ça des opportunités qui se présentent et qu'on dit, bon, je vais y aller. Je vais me lancer tout simplement dans ce domaine-là. Et il ne faut pas avoir peur aussi d'aller un petit peu à l'extérieur de ce qu'on connaît, même en termes de capacité, par exemple, d'apprendre à développer des compétences, je ne sais pas, en montage vidéo, en podcast, en animation. Dans mon cas, ça a été beaucoup l'écriture. Je suis arrivée dans un milieu un peu par hasard de critique resto que j'avais jamais fait de ma vie. Ça a été vraiment d'être critique resto pour Le Devoir pendant presque 8 ans. Ça m'est arrivé par hasard, mais ça m'a ouvert des portes pour écrire pour des hôtels, pour écrire pour toutes sortes d'institutions. C'est quelque chose que j'avais jamais envisagé, mais qui, je dirais, la capacité de bien écrire, comme Émilie a dit tout à l'heure, on acquiert des capacités, des expériences et une façon de travailler professionnelle quand on fait une maîtrise ou un doctorat en histoire, puis d'utiliser ces compétences-là pour aller ailleurs. Dans mon cas, de développer une écriture qui m'a permis d'écrire pour toutes sortes de clients, finalement, ça a été une belle opportunité. Et ça continue. Il y a tout le temps des choses qui se présentent et que je ne vois jamais venir. Là, je fais « Ah, ben tiens ». Donc, au début, je faisais beaucoup de prospection. Pour faire mon nom, comme on dit, j'ai fait beaucoup de prospection dans les festivals pour faire des conférences en histoire gourmande du Québec. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais pas tellement ça, les interfaces de festival. Donc, au fil du temps, mon nom étant fait, je me suis retirée un peu de ce genre d'interface-là. Et là, je peux me concentrer sur d'autres choses qui me passionnent beaucoup plus et qui m'intéressent beaucoup plus. Mais je ne sais pas si on va avoir l'occasion de s'en reparler tantôt, mais moi, il y a un élément qui me manque, c'est l'enseignement. Parce que la dimension de transmission, je l'ai à travers les conférences que je donne, les conférences que j'organise aussi, entre autres pour les rendez-vous d'histoire. Mais l'acte d'enseigner me manque. J'ai été quand même chargée de cours plusieurs années. Puis ça, je n'ai pas encore trouvé de contrepartie qui, moi, me satisfasse là, vraiment pleinement à la mesure de ce que l'activité de chargé de cours ou de professeur peut donner. Donc, je cherche encore et on verra où l'avenir va nous amener. Oui, d'ailleurs, Serge, je pense que toi, tu l'as trouvé, cette manière-là de combler la place de l'enseignement. Oui, en fait, j'allais justement en parler parce que j'aurais dit la même chose que Catherine au mois de janvier. Sauf que la pandémie a fait en sorte que les gens, soudainement, passent beaucoup moins de temps dans des événements et beaucoup plus de temps en formation. Et donc, j'ai pu développer des cours privés pour des organisations et des individus qui avaient besoin d'un cours de 45 minutes à 1 heure sur un sujet tel, puis encore, qui est en lien avec l'expertise que j'ai, qui nécessite un peu de développement, mais qui est quand même payé en fonction du taux horaire que je facture habituellement. Donc, comment dire, personne n'aurait acheté ça, un cours Zoom au mois de février. Mais aujourd'hui, ça se vend plus facilement. Et puis, je vois que ça répond à un besoin aussi de formation continue chez les gens qui sont à la maison et puis qui n'ont pas le temps de retourner aux études ou même de faire une maîtrise. Mais une formation d'1 heure pour un public varié dans une organisation, l'organisation peut se le permettre, de 1. Et de 2, on peut trouver le temps pour élaborer un mandat comme celui-là. Donc, en tout cas, ce plaisir-là, je l'ai comme retrouvé dernièrement à cause de cette occasion-là, mais c'est comme si il y a comme faut être à l'écoute d'une certaine manière des possibilités. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé
pour une formation, mais c'était pas tout à fait clair. Puis ça m'a permis ensuite de le proposer à d'autres clients potentiels qui ont accepté, qui n'y avaient pas pensé, mais ils se sont dit, oui, c'est vrai, ça répond à un besoin. Puis nous, dans la consultation, il faut toujours faire ça. Il faut répondre à un besoin concret. Donc, quel est le besoin concret dans cette organisation-là pour cet événement-là, pour souvent pour cette commémoration-là, donc des 25e, 50e, centenaires. C'est à ce moment-là, souvent, qu'on a envie de parler d'histoire. Bien, nous, en consultation, on a besoin de reculer de quelques années, souvent, puis se dire, bien, cette personne-là ou cet événement-là ou cette loi-là va fêter 50 ans ou 100 ans, ben, il y aura du travail qui pourrait être fait intelligent, qui pourrait être une occasion de formation pour des acteurs et pour le grand public. Donc, faut y penser un peu, mais sauf qu'il y a beaucoup de possibilités. Quand je me suis rendu compte, en fait, que personne n'allait m'embaucher pour mon expertise, mais que je pourrais vivre très bien en ayant 3 à 5 clients à la fois pour lesquels je fais du travail de recherche et de rédaction, bien, c'est comme s'il y a un monde de possibilités qui s'est ouvert. Ce monde de possibilités-là a commencé d'abord avec un deuil. Un deuil par rapport à la stabilité de l'emploi et un deuil par rapport à la pension de retraite. Puis moi, je viens d'une famille de fonctionnaires pour qui, bon, le Freedom 55, là, c'est un symbole fort. Il faut se clouer puis se trouver une carrière par l'âge de 30 ans pour pouvoir imaginer une retraite à temps plein, à pleine pension à la fin cinquantaine. Et donc, de me défaire et de faire le deuil de tout ça m'a permis aussi d'avoir une liberté totale sur ce que j'avais envie de faire. Et puis, c'est-à-dire de continuer à travailler dans mon domaine d'expertise, de faire du travail de recherche, rédaction, communication, et de trouver les conditions pour que ça existe. Bon, on va parler des défis et des contraintes plus tard, sauf que il y avait quand même un enthousiasme qui a grandi au fil des ans vis-à-vis de ces possibilités-là. Oui, donc ce que je constate de tout ça, puis c'était particulièrement évident pour Catherine puis Émilie, c'est aussi d'apprendre à se faire confiance, à avoir confiance en ses moyens pour accepter des mandats qui sortent de notre spécialisation initiale. Et la formation universitaire est très, très axée sur cette spécialisation-là. Donc, c'est apprendre à sortir de ses pantoufles de spécialisation, de maîtrise ou de doctorat pour se lancer vraiment dans le vide, là, sans trop de parachute. Mais après ça, comme tu disais, Émilie, ça permet de prendre conscience des compétences qu'on a développées et de s'asseoir, ben pas de s'asseoir, mais de construire à partir de ces compétences-là, puis d'aller chercher, d'être à l'affût des besoins, comme tu disais, Serge. Donc, je vois beaucoup de souplesse, de variété qui sont par ailleurs, comment on pourrait dire, conjuguées à un certain deuil, comme tu disais, Serge, de stabilité, de retraite assurée, etc. Mais dans le monde du travail, de manière générale, à l'heure actuelle, cette stabilité-là, puis ces fonds de retraite-là sont de moins en moins évidents. Donc, c'est de collaborer, c'est de contribuer, c'est de participer à un monde de l'emploi qui est celui de 2020. Maintenant, on a dit d'entrée de jeu qu'on voulait brosser un portrait honnête et complet de votre métier. On a vu passer à travers certaines des choses que vous avez mentionnées, des contraintes, des défis que vous rencontrez à tous les jours. Puis je suis convaincue que parmi les gens qui sont en ligne en ce moment, il y en a un certain nombre qui envisagent le métier de consultant pour les années à venir. Et disons que votre présentation des plaisirs et des avantages était contagieuse. Donc, vous les avez tous convaincus de s'en aller dans cette direction-là. Mais quand même, pour faire un choix éclairé, il faut se faire un portrait global de la situation. Et je suis convaincue qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes, tant sur le plan intellectuel que matériel, avec lesquelles vous devez composer là, dans votre vie professionnelle à tous les jours. Donc, avec votre recul, avec votre expérience, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en lumière sur le plan de ces contraintes-là? Serge, j'aurais tendance à te donner la parole pour commencer ici. J'ai vraiment vécu les deux extrêmes de ce domaine-là, c'est-à-dire où j'avais trop de travail, puis j'ai dû sous-traiter. J'ai commencé comme ça. Puis là, ensuite, au bout d'un an et demi, ça s'est asséché. Il n'y avait plus rien. Donc,
finalement, l'idéal, c'est de se trouver quelque part entre les deux, de parfois en avoir un petit peu trop, parfois en avoir pas tout à fait assez, mais qu'on puisse, c'est ça, trouver une certaine moyenne et une certaine stabilité à ce niveau-là, en reconnaissant qu'il y a 2 périodes creuses là, au niveau des activités. C'est du 15 juillet au 15 août, puis pendant la période du temps des fêtes aussi. On ne négociera pas de contrat à ce moment-là de l'année. Donc, il faut prévoir pour ça aussi, mais ça peut nous permettre du temps de vacances qui n'est pas trop mal non plus, puis qui peut être un des défis, hein, parce qu'on a un contrôle extrême sur nos heures. Donc, moi, je suis en mesure de faire une vingtaine d'heures, trentaine d'heures par semaine, vraiment y mettre mon meilleur puis de faire autre chose. Sauf que c'est ça, on ne sent pas le besoin pour une vacance après 4-5 mois nécessairement. Donc, il faut se rappeler que dans une année, il faut quand même en prendre, ce qui n'est pas toujours évident dans la première année. Mais en tout cas, j'ai fini par apprendre à composer avec tout ça. Les contraintes, ben, c'est toujours de trouver un moyen de se faire payer pour travailler sur des sujets dont on a envie. Puis c'est Catherine qui m'avait donné un conseil. Elle avait dit, si tu as envie de travailler avec quelqu'un sur un sujet X, puis c'est un bon projet, ton enthousiasme va être contagieux. Puis tu vas réussir. Il y a moyen de faire du développement. Il ne faut pas nécessairement seulement attendre que les mandats nous tombent dessus ou qu'on réponde à des appels d'offres. Il y a aussi moyen de faire des développements. Hey, vous avez un anniversaire qui s'en vient. Ou hey, avez-vous déjà pensé à ceci? Ça ne veut pas dire que toutes les idées vont aller de l'avant, parce que pour qu'un projet aille de l'avant, il faut que 4 conditions soient réunies. Il faut trouver le bon projet, au bon moment, avec la bonne personne et le bon budget. Donc, c'est 4 critères. Si on en a peut-être 3, c'est déjà bien parti. Si on en a 4, ça va probablement arriver à bon port. Si on en a 2, c'est là vraiment que c'est difficile. Puis, il ne faut pas aimer, comment dire, on travaille par passion aussi. Là, donc, il ne faut pas aimer son sujet ou son projet plus que le client potentiel, parce que c'est là où on peut s'enfarger aussi puis se trouver à faire plein de travail non rémunéré. Parce que le risque est grand. L'invitation au bénévolat est toujours là. Et puis, l'invitation au travail sous-payé est souvent là. Donc, il faut savoir communiquer finalement ce que vaut un travail, le quantifier aussi, qui n'est pas évident. Dans le projet du Breville, j'ai fait des estimations qui étaient insuffisantes, sauf que je me suis développé un instrument par rapport au temps que ça prend écrire un livre. Ben ça vaut cher aussi, là, parce que là, tu te dis, ben, la prochaine fois que je vais élaborer un projet d'article de magazine, d'études ou de monographie, ben, je vais le savoir que ça prend X nombre de semaines faire ces différents mandats-là, ou que le temps que ça prend à monter une leçon d'1 heure. Donc, en fonction des budgets qui sont disponibles, je peux produire différents types de recherche et de vulgarisation, ce qui n'est pas tellement différent du travail de professeur par ailleurs. Donc, il faut aussi communiquer l'imprévisibilité de la recherche, parce qu'on ne trouve jamais ce à quoi on s'attend. On est parfois agréablement surpris, on est souvent déçu parce qu'on trouve dans les archives, et ça, il faut le communiquer au client pour lui dire, bien, le plan de match qu'on avait au point de départ, on va devoir l'ajuster parce que la recherche va révéler des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et là, il va falloir réimaginer des priorités pour arriver à un résultat. Parce qu'il faut toujours arriver à un résultat. Si on a envie de retravailler avec ce client-là, il n'a pas se trouver à faire beaucoup de travail non payé. Hey, merci Serge. Donc, apprendre à se donner une idée concrète là, de combien de temps, qu'est-ce que vaut ce travail-là aussi. Et j'ai été interpellée par cette idée-là, oui, répondre à des mandats ou à des appels d'offres, mais aussi faire du développement. Donc, ne pas avoir peur d'aller rencontrer des gens pour leur offrir un certain nombre de choses, leur faire penser des fois aussi à des projets auxquels ils n'avaient pas encore pensé. Donc, oui, c'est jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Catherine, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à cette présentation de Serge? Bien, en fait, quand on parle des défis du travail autonome, je dirais qu'on soit historien ou un autre type d'entrepreneur, on partage ça avec l'ensemble des entrepreneurs, la nécessité de se créer une discipline personnelle par rapport au travail. Et ça, c'est autant dans le travail lui-même que dans la cessation du travail. Serge en a parlé tantôt, c'est de savoir s'arrêter aussi. Moi, j'ai trouvé personnellement dans les toutes premières années, et je patauge encore un peu là-dedans, je l'avoue, de savoir m'arrêter
et de m'accorder des vacances comme tout le monde. C'est difficile quand on est travailleur autonome ou entrepreneur parce que l'outil de travail, c'est souvent l'ordinateur, c'est à portée de la main, c'est dans une pièce de la maison. Ce qui fait que la tentation de dire « Ah, let's go, je vais aller refaire un petit 2 heures sur ce mandat-là », elle existe. Et même une journée qu'on se dit « Bon, aujourd'hui, je ne travaille pas du tout là-dedans », il y a toujours la possibilité, ou en tout cas le risque, d'aller vers le mandat, puis finalement de ne pas s'accorder assez de temps pour se régénérer un peu, hein, d'avoir des fins de semaine comme tout le monde, d'avoir des soirées. Donc, moi, je suis une fille qui travaille beaucoup avec l'adrénaline. J'aime le petit rush d'adrénaline que va me donner la progression d'un mandat, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et j'ai appris un peu à mes dépens que quand on tire trop l'élastique, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et bon, il faut savoir s'arrêter avant de rencontrer le mur. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les entrepreneurs, de façon générale, apprennent à devoir faire. Et moi, j'ai beaucoup aimé la lecture du livre de Jean-Benoît Nadeau sur le guide de l'entrepreneur, le petit guide du travailleur autonome. Pour moi, c'est une Bible parce que, en tant qu'historien, on ne penserait pas à ça spontanément. Tu sais, tu dis, hey, je suis historienne, je ne vais pas lire ce livre-là. Mais non, au contraire, quand tu veux aller dans le travail public, c'est important de se structurer, puis ça donne de bons outils, ce genre de guide-là, où on peut aller chercher une bonne inspiration. Il y a des livres aussi qui peuvent nous aider pour ce qui est du travail intellectuel, parce que quand quelqu'un vend un service tangible, hein, on engage un entrepreneur en construction pour fabriquer une maison, bien, le résultat est là. Engager un historien, une historienne, bien, c'est des connaissances. On est engagé pour ce qu'on sait, ce qu'on va trouver, ce qu'on va apporter comme information, puis des fois, de démontrer la valeur de ce qu'on fait. On a un peu d'éducation à faire auprès de nos clients, puis de savoir vendre notre cerveau, carrément, de montrer que notre connaissance, nos aptitudes intellectuelles, notre capacité de recherche ont une valeur marchande. Il y a un peu d'éducation à faire. Ça, c'est pas évident. Là, Serge en a parlé tout à l'heure, de démontrer la valeur de ce qu'on fait. Donc ça, c'est des enjeux, des défis, je trouve, du travail autonome qui sont importants d'être pris en considération quand on envisage de le devenir. Moi, c'est toutes des choses que j'ai appris un petit peu à la dure. Donc, j'espère que nos expériences respectives vont peut-être aider certaines personnes qui pourraient nous écouter en ce moment puis se dire « Ah ouais, j'y pense. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? » Bien, ça peut l'être, mais il faut être conscient de ça aussi. Là. Il y a beaucoup de discipline personnelle à aller chercher là-dedans également. Ce que je constate là-dedans, c'est qu'il y a quand même des liens extrêmement forts entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche universitaire. Cette discipline-là qu'on doit se donner, puis cette façon-là de s'accorder la possibilité d'arrêter des fois, c'est un travers qu'on retrouve dans les deux milieux. Puis probablement, vous avez été formés tous dans le monde universitaire, donc c'est aussi quelque chose qui est rentré dans un habitus qu'on a, notre relation à notre travail. Quand on est étudiant, on travaille chez nous la plupart du temps. Donc faire la part des choses entre le travail et notre vie personnelle, c'est un apprentissage à faire. Donc, Émilie, je ne sais pas, sur les contraintes, est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais pointer? Oui, bien en fait, moi, mon intervention va dans le sens de Catherine et de Serge. Là. Je ne sais pas si on peut vraiment faire l'économie d'apprendre sur le tas, éventuellement, de faire un mandat puis de se rendre compte qu'on n'a pas mis assez d'heures ou pas chargé assez cher, puis là, qu'on se ramasse à travailler à 10 piastres de l'heure une fois, puis on se dit « Ah, je ne ferai plus jamais ça ». L'apprentissage est là, c'est correct, on le fait, puis on apprend à plus le faire. Moi, je pense que la chose la plus difficile que je trouve, moi, c'est vraiment un défi qui est plus communicationnel, c'est de valoriser le travail de l'historien auprès des clients qui ne travaillent pas en histoire, mais qui engagent un historien ou qui engagent un documentariste ou un documentaliste ou des choses comme ça, de dire, ben, parce que moi, ça m'est arrivé que des clients me disent, ben moi, je te fais faire ce que j'ai pas le temps de faire. Et là, c'est ça, c'est un non-non, mais c'est difficile à expliquer. C'est un non-non de dire, ben non, c'est pas vrai. Moi, je suis allée à l'université pendant 8 ans pour faire ça. C'est pas vrai que tout le monde est capable de faire ça. Mais il faut trouver les bons mots pour le dire et pour valoriser notre travail, notre formation, nos compétences. Et ensuite vient l'idée de mettre un prix là-dessus. Et ça, c'est comme une évolution qui part d'abord de mon côté, là, qui est d'abord partie dans ma tête de dire, bon, ben est-ce que je fais la job que les autres peuvent pas faire? Non. Je fais une job pour laquelle j'ai été formée, pour laquelle j'ai des compétences. Et là, une fois que je me suis convaincue moi-même de ça,
j'ai trouvé les mots pour le dire et ensuite, j'ai réussi à y appliquer un prix. Mais tout ça, c'est une longue évolution qu'on n'apprend nulle part, en fait. Personne ne nous a enseigné à faire ça, à prendre conscience de ça, à communiquer vraiment c'est quoi nos compétences puis ce que ça vaut. Puis pourquoi moi, je suis capable de faire ça puis quelqu'un d'autre n'est pas capable de le faire. C'est pas si facile que ça de trouver les mots pour l'expliquer, je trouve, parce que c'est un service qui n'est pas concret, comme Catherine le disait, là, qui n'est pas un bien tangible. Donc voilà, c'est bien sûr que la majorité des gens ne pensent pas qu'ils sont capables de réparer une cuisine s'ils ne sont pas capables de réparer une cuisine. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont capables d'aller faire de la recherche en archives efficaces, alors qu'ils ne le sont peut-être pas. Voilà. Donc ça, c'est un défi, un apprentissage aussi. Savoir s'arrêter, évidemment, comme le disaient Catherine et Serge, ça, c'est le défi de tous les entrepreneurs, c'est sûr et certain. Voilà. Oui, puis on est obligé d'intensifier aussi la compréhension des outils par rapport à l'établissement de priorités aussi là, dans les archives et la recherche puis l'écriture, de constamment réévaluer des priorités afin d'aboutir à un résultat parce que c'est très difficile d'arriver à un client de lui dire finalement, j'aboutis pas à un résultat, mais voici ma facture quand même. Tu peux pas faire ça. Ouais. Donc, tu as besoin d'une discipline, puis d'être réorganisé, puis d'être conscient de ton temps constamment, ce qu'on n'a pas du tout fait quand on était au doctorat. Donc, puis il faut apprendre à se connaître aussi dans la manière qu'on travaille. Puis ça, il y a une dimension qui est personnelle. Je pense qu'il y a des outils qu'on pourrait inculquer aux gens qui voudraient se lancer là-dedans, mais je pense qu'il y a aussi un apprentissage personnel qui a besoin d'être fait. Pour faire le pont, en fait, entre les contraintes et les défis, j'aimerais vous entendre sur un aspect bien particulier parce que dans la définition du travail que vous faites comme consultant, souvent, on définit ça comme du travail autonome. Donc, le travail repose sur vous, personnellement, et de manière, comme atome libre d'une certaine façon. Comment se vit l'isolement? Est-ce que vous avez des possibilités ou est-ce que vous voyez comme un défi ou une difficulté particulière le fait d'avoir à travailler chacun de votre côté, souvent chez vous, d'avoir à vous mettre toujours en évidence personnellement. Quand on est étudiant à l'université, par exemple, on a nos collègues. Ensuite, on ferait dans des colloques, des congrès, des choses comme ça. On est en contact. On valorise beaucoup le travail d'équipe. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce que cet isolement-là peut être vécu ou vu comme une contrainte à certains moments donnés? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir là-dessus. Je vois, Émilie, que tu bouges la tête. Moi, en fait, c'est drôle parce que moi, je vis vraiment bien avec cet isolement-là. Moi, je suis bien toute seule chez nous à faire mon travail. J'ai aucun problème avec ça. Ceci dit, les fois où j'ai eu à travailler en équipe, parce que pour certains mandats, j'ai été engagée avec d'autres gens pour faire un projet commun. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé un peu tard dans ma vie que je me suis rendu compte, mon Dieu, j'ai jamais eu d'équipe de travail, c'est bien drôle. Hein? Puis là, je revenais à la maison dans ces mandats-là, puis je disais à mon chum, mais les gens sont donc bien intelligents. C'est le fun de travailler avec du monde. C'est comme si je m'étais jamais rendu compte à quel point ça peut être agréable d'avoir des échanges, d'avoir des idées. Alors, d'un côté, je vis très bien avec l'isolement. De l'autre côté, quand j'ai une équipe, j'arrive à l'apprécier réellement aussi. Je trouve les gens intelligents. J'aime ça quand on me donne d'autres points de vue que le mien. Et c'est aussi un apprentissage parce que quand tu as toujours travaillé tout seul, un moment donné, quand tu arrives en équipe, ben là, tes idées sont pas toujours prises. Les gens sont pas toujours d'accord avec toi. Quand tu es toi-même tout seul, tout le monde est tout le temps d'accord avec toi, tu sais. Mais quand tu es en équipe, c'est pas toujours ça. Donc là, il y a aussi un apprentissage qui se fait à ce niveau-là. OK, mais mon idée, c'était pas la meilleure. C'est vrai que c'était pas la meilleure. C'était mieux qu'on prenne celle de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc moi, la variété des mandats m'amène les deux. Mais moi, l'isolement, je vis assez bien avec ça quand même. Oui. Serge, Catherine? Je pense que je vis bien avec la possibilité d'avoir quand même un contrôle important sur l'organisation de mon horaire. Et donc, je vis très peu de stress au niveau de mon travail parce que je me dis, j'ai X nombre d'heures dans un mandat et puis je suis continuellement en train de réévaluer des priorités en fonction de ce que je vais faire. Parfois, c'est au niveau de la fatigue. Avec un enfant de 3 ans, là, ça dépend de la nuit qu'on a eue avant. Là, si, on va peut-être faire un travail qui est moins exigeant le lendemain. Donc, je réévalue ça à tous les jours, puis même à la demi-journée parfois. Donc, j'ai énormément de liberté à ce niveau-là. Mais je dirais notre catégorie
de travailleurs, on est mal organisé et mal reconnu. Mal organisé, je pense, parce que les canaux pour que les travailleurs autonomes travaillent ensemble n'existent pas ou existent peu. Il faut vraiment le vouloir, par exemple, lorsqu'on est en train d'élaborer un projet ou répondre à un appel d'offres, de soumettre une candidature conjointe ou de faire l'approche et d'être à l'aise de se faire dire non aussi. Parfois, on a l'impression d'offrir un projet sur un plateau d'argent, puis l'autre collègue va dire il est ailleurs ou ça ne l'intéresse pas. Ça peut atteindre l'orgueil parfois, puis parfois ça nous fait perdre un petit peu envie parce qu'on a été formés pour... On n'écrit pas des thèses de doctorat conjointes. On a été formés pour faire ça seul puis être évalué à la fin. Puis l'évaluation puis le travail de révision est souvent déplaisant, alors que la co-création, ça peut être hyper stimulant. Puis je suis en train de faire un deuxième projet de livre avec un co-auteur. Puis je me dis, oui, mais il arrive avec un bagage de connaissances que je n'ai pas. Lui n'a pas le mien non plus. Puis on arrive... Simplement, les discussions méthodologiques sont passionnantes là, parce qu'on est en train de parler de privilégier les procès-verbaux ou les rapports annuels. Puis finalement, on a eu une discussion d'1 heure et demie hyper stimulante puis qui nourrit aussi là, par rapport aux choix que je peux faire par rapport à l'avenir. Donc, je pense que les canaux n'existent malheureusement pas pour qu'on travaille ensemble et puis qu'on dépasse cette précarité occasionnelle-là qui fait en sorte qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de nos collègues qui meurent au combat en essayant de faire du travail comme celui-là. Ils ont une première expérience désastreuse, puis ensuite abandonnent, tout simplement, parce que la première expérience, c'est pas bien passé. Mais ça, je trouve ça tragique parce qu'on pourrait être, encore pour utiliser des termes militaires, là, on pourrait être une armée de dizaines et de centaines d'historiens professionnels formés par les universités au Québec et au Canada français, puis on ne l'est pas parce que il y a trop de cette incertitude-là. Puis mal reconnu, ben on peut en parler peut-être plus tard s'il nous reste encore quelques minutes, mais l'idée que c'est pas évident de travailler avec les professeurs d'université avec qui on a envie de travailler, sauf que les structures de financement font en sorte que notre catégorie de travailleurs n'existe pas. On a parfois de la difficulté à, exister dans l'esprit de certains bailleurs de fonds ou certaines organisations. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Catherine, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je trouve que... Oui. Je pense qu'au-delà de tout ça, l'indépendance que ça donne, moi, ça me convient bien. Donc, de pouvoir choisir les mandats au fil des événements qui se produisent, moi, ça continue de me plaire. Ça me continue de me plaire aussi de pouvoir choisir mon horaire. J'aborde dans le même sens que mes collègues, la grande capacité de fluctuation dans les horaires, dans la journée. Tu te dis, bon, aujourd'hui, là, coudonc, ça donne comme ça, je le sens pas. Ben, je mets ça de côté, puis demain, je travaillerai plus. Ou une soirée, ben, on est en feu, on a le cerveau qui répond au quart de tour, ben, on y va. Ce qui n'est pas possible dans un travail 9 à 5, mais c'est vrai que ça peut ressembler aussi à, disons, la posture d'un enseignant, d'un professeur d'université, cette liberté-là quand même en termes d'horaire. Mais je pense quand même que même si c'est à la fois un piège, ça peut surtout être un avantage. Moi, je vis très, 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 très bien la solitude, la caverne, le fait de travailler un peu dans mon environnement. Parce que, de toute façon, je sais que j'ai plein d'autres occasions de voir des gens, d'échanger des idées, que ça soit stimulant. J'ai un peu, à l'instar d'Émilie, eu l'occasion de travailler en équipe aussi. Tu sais, quand tu travailles sur un mandat comme la requalification du site Molson à Montréal, puis là, tu es avec des archéologues, des anthropologues, toi, tu arrives avec ton expertise. C'est super intéressant, tu entends toutes sortes de choses, puis ça nourrit, c'est intéressant. Donc, ça contrebalance, je pense, disons, les portions où on pourrait se sentir un peu tout seul. Non, il y a d'autres choses, il y a d'autres occasions aussi de collaborer. Moi, je le vis très, très bien. Là. Je ne ressens pas de manque de communication avec les collègues, qui soient dans le milieu universitaire ou dans le monde merveilleux des historiens libres. Je trouve qu'il y a beaucoup d'occasions de se parler quand même. C'est vrai qu'il pourrait y avoir peut-être plus d'occasions de travailler ensemble, mais on en trouve, on en crée.
Les rendez-vous d'histoire en sont une occasion aussi là, d'interface, d'échange et de communication. Donc, moi, je suis quand même assez optimiste là, sur la suite des choses. Puis peut-être que, disons, en voyant la précarité de ce qui est en train de se passer au niveau de la culture au Québec, bien, le fait d'être très autonome va justement nous servir à tirer notre épingle du jeu là, dans ce contexte-là. Ouais, merci pour ce portrait-là, tu sais, qui fait vraiment la part des choses entre le fait d'aimer travailler tout seul, puis à mon avis, là, c'est une hypothèse que je lance, mais ça doit être inhérent au fait d'être historien. Il y a quelque chose quand même dans le choix de la profession qui fait en sorte qu'on est habitué de travailler sur notre projet tout seul, de le mener, de se faire de monter nous-mêmes nos problématiques, nos hypothèses, etc. Et c'est une façon de le faire aussi du côté du travail autonome. Pour terminer peut-être sur la question des défis, une des choses que j'ai relevées de la discussion, Émilie, tu en as parlé à une ou deux reprises, c'est la difficulté parfois à valoriser ou à faire reconnaître la valeur du travail qui est effectué par des historiens, particulièrement chez les potentiels clients qui ont pas de formation en histoire ou qui sont assez éloignés de ce milieu-là, pas tous encore. Là. Et je vous en parlais tout à l'heure en entrée, l'IAF, l'Institut d'histoire d'Amérique française, au cours des derniers mois, a essayé de lancer un sondage vraiment auprès de ses membres et des historiens associés pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme association professionnelle, parce que bon, il n'existe pas d'ordre professionnel des historiens, mais comme association professionnelle pour mieux valoriser le travail des historiens consultants, des historiens autonomes. Qu'est-ce qui pourrait être, quelles pourraient être en fait les possibilités de regroupement, pas nécessairement de dire on travaille ensemble puis on se parle à tous les jours, mais de se donner des outils conjoints pour remplir ces défis-là, puis faire reconnaître, tu parlais Catherine, là, des enjeux à l'heure actuelle de reconnaissance de la culture, l'histoire étant un des volets de cette culture-là. Il y a un travail collectif à faire pour y arriver. Donc, je voulais voir, quels seraient à votre avis les grands défis de la profession historienne en général pour vous permettre aux historiens consultants, finalement, de faire valoir votre travail, de vous faire reconnaître là, dans le milieu. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas reconnu, dis de l'être encore plus et puis peut-être de permettre, comme Serge le disait, là, à une armée d'historiens d'investir la scène de la recherche ou la scène publique. Je ne sais pas, Catherine, sur ce plan-là, tu as beaucoup d'expérience, tu as travaillé à créer des événements, notamment les rendez-vous d'histoire. Qu'est-ce que tu verrais comme proposition pour répondre à ces défis-là? Bien, moi, ce que je me rends compte, c'est que les gens en général, les entreprises, les organisations ne savent pas que les historiens indépendants existent. Moi, plusieurs contrats que j'ai eus, c'est par l'entremise de mon éditeur. Je reçois un téléphone à un moment donné, puis c'est la maison d'édition qui a reçu une demande pour trouver quelqu'un pour faire une histoire X ou Y. Donc, ça montre que dans le grand public, il y a une méconnaissance de l'expertise qu'on peut avoir pour les aider, les accompagner, que ça soit de faire l'histoire corporative, que ça soit souligner un anniversaire, bref, d'avoir une interface, je pense, publique, connue, médiatisée, sur une espèce de ligne 800 historiens. Là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Un site web fédérateur où monsieur, madame, tout le monde qui travaille au sein d'une entreprise, qui dit crime, on aurait besoin de quelqu'un pour faire notre histoire, mais où chercher, par où commencer? Puis comme tu disais tout à l'heure, Émilie, il y en a qui pensent qu'ils sont capables de faire ça par eux-mêmes, mais on a une expertise et on peut leur être utile. Ce qui fait que d'avoir une sorte de site web ou d'interface où tout le monde pourrait venir et chercher par critères précis. De la même façon que, par exemple, l'Ordre des psychologues va avoir un moteur de recherche, par exemple, en disant « je cherche quelqu'un qui travaille dans telle école de pensée, telle pratique et tout ça, dans telle région ». Ben pourquoi pas en histoire, tu sais, de dire « OK, on cherche quelqu'un qui répond à tel ou tel critère ». Je pense que ça serait une bonne façon de commencer. Et à l'interne, il faudrait quand même se doter d'une sorte de réflexion, d'instruments, de structure pour réfléchir à la question des équivalences. Parce qu'on a dans le domaine des historiens autonomes des gens qui ont des maîtrises, des doctorats. Il y a des gens aussi qui sont détenteurs d'un bac,
mais qui ont travaillé là-dedans toute leur vie, qui ont fait de la recherche sans arrêt pendant 20 ans. Comment on intègre ces gens-là dans l'écosystème? C'est une réalité qui est là. Les gens n'ont pas nécessairement le diplôme, mais l'expertise qu'ils ont, par contre, et leur parcours, leur feuille de route, c'est impressionnant, ça a une valeur. Alors, comment on vient à trouver une sorte d'équivalence ou de bien reconnaître cette expérience-là pour ce qu'elle vaut, pour ce qu'elle peut apporter au grand public, puis de le proposer comme étant quelqu'un qui peut faire l'affaire? Ça aiderait aussi à écrémer, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont avoir un parcours universitaire, mais qui, pour toutes sortes de raisons, ont fait plein d'autres choses. Et là, sur le tard, se déclarent historiens, vont se déclarer, bon, sont à la retraite, ils font un peu d'histoire comme ça, privée, et se déclarent historiens. Pour les gens qui sont réellement historiens, ça peut être un peu confrontant. Donc, d'avoir un ordre professionnel ou en tout cas un regroupement, peut-être pas un ordre, là c'est un peu compliqué, mais un regroupement qui aurait réfléchi à ça, ça aiderait à faire un peu le ménage là-dedans puis à éviter les dérives dans un sens ou dans l'autre. Donc, il y aurait vraiment cet effort-là qui pourrait être fait, là, puis ensuite d'aller devant le public avec ça. Merci, Catherine. Serge, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai vu ta main monter. Moi, j'aime l'idée de l'interface, par exemple, dans le site web de l'IHAF, où on pourrait trouver justement des gens qui sont experts dans les domaines et que ce soit organisé de cette façon-là. Peut-être qu'on ait une grille tarifaire aussi, tout simplement afin de mieux commencer la conversation par rapport à la valeur d'un travail d'historien, puis qu'on ne nous propose pas des tâches au salaire minimum. En tout cas, ça n'arrive pas tout le temps, mais je veux dire, on retrouve ça du travail sous-payé. On retrouve ça souvent. Peut-être aussi tailler une place au sein du Congrès pour avoir une réunion annuelle. Au-delà de ce qu'on fait depuis des années, qui est des carrières alternatives en histoire, dans la fonction publique, puis dans les musées, ça pourrait être intéressant d'avoir un espace aussi pour dialoguer entre historiens professionnels qui fonctionnent un peu dans le domaine, je dirais para-universitaire, parce qu'on a quand même une formation en études supérieures, on publie dans les mêmes endroits, on fait un travail qui est très similaire à celui d'un professeur d'université, or on n'a pas la même reconnaissance. Moi, je trouve pas que c'est un problème pour ma reconnaissance personnelle. De un, j'ai le doctorat, puis de deux, j'ai les publications, les sites web. Donc, pour établir ma crédibilité dans un domaine X, ça prend pas beaucoup d'ouvrages. Donc, je vois moins le problème là. C'est peut-être pourquoi j'hésiterais plus par rapport à un autre professionnel. D'avoir une interface ou un espace désigné à ce genre de travail-là au sein de l'IHAF dans son site web, ça pourrait être très intéressant. Le deuxième problème par rapport à la collaboration avec le milieu universitaire, ça serait une reconnaissance de cette catégorie-là de travailleurs entre les étudiants et puis les profs avec des postes menant à la permanence ou permanents. Est-ce qu'on pourrait avoir une catégorie professionnelle de recherche ou professionnelle de laboratoire comme on a dans d'autres disciplines? Et ça, je pense que c'est un travail qui a besoin d'être fait d'abord auprès des universités, parce que c'est impossible pour moi, même en étant affilié à une chaire de recherche, de déposer une demande de subvention au CRSH ou FRQSC. Puis c'est impossible pour qu'un prof peut m'inclure si je veux faire du travail non payé ou du travail payé autrement. Mais jamais de me payer pour le travail que je pourrais faire. Et puis, on a parfois des projets qu'on a envie de faire avec nos collègues de profs qui ne se passent pas. Puis, ce serait dans leur intérêt aussi. On n'arrête pas de parler de la surcharge du travail des professeurs universitaires. Il y a du travail que nous, on pourrait faire aussi là, pour diminuer la pression sur ces professeurs-là. Donc, je pense que c'est dans notre intérêt mutuel, professeurs d'université puis historiens consultants, de travailler ensemble et de trouver des moyens de dépasser ces contraintes structurelles-là. Émilie, est-ce que tu as des propositions pour rencontrer ces défis-là? En fait, ouais, moi, je partage tout à fait l'avis de Catherine et de Serge. Là, il y a vraiment une discussion à avoir à l'interne entre les historiens professionnels pour les équivalences, une grille tarifaire, des choses comme ça, et avec l'extérieur, donc le public, les potentiels clients pour faire valoir ce qu'on fait. Je pense aussi que cette reconnaissance-là pourrait venir et devrait venir de la formation universitaire en histoire, juste de reconnaître que c'est une avenue possible et de le dire aux étudiants. C'est comme si... Comme moi, j'ai pas appris ce que je fais là à l'université, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé apprendre. En fait, je savais même pas que ça existait, ce que je fais là quand j'ai fait mes études. C'est sûr que bon, ça commence à faire un certain temps, là, mais donc, je pense que la valorisation de ce qu'on fait avec la formation qu'on a et les compétences qu'on a doit aussi venir
à la base du milieu universitaire, le milieu qui nous forme en disant que la consultation en histoire, c'est une avenue possible, c'est une carrière, on peut faire carrière là-dedans. Au même titre qu'on peut aller faire une carrière dans un ministère ou comme prof d'université avec un doctorat. Donc, il y a là, effectivement, une discussion aussi avec le milieu universitaire à avoir. Bon, pour faire un résumé aussi, et entre nous et avec les potentiels clients, il y a beaucoup de communication, je pense, à faire sur le travail qu'on fait, de discussions à avoir avec plusieurs institutions, plusieurs catégories de gens. Donc, je me sens personnellement interpellée à la fois comme responsable de l'IAF, comme vice-présidente de l'IAF, où est-ce que je vois qu'il y a vraiment un espace à accorder, en fait, je m'en allais dire à prendre, mais ça doit se faire des deux côtés. Donc, Émilie, tu es maintenant au conseil d'administration de l'IAF. Il y a une volonté véritable d'établir un dialogue et d'accorder une reconnaissance plus importante aux historiens professionnels. Et toutes les idées qui ont été énoncées par Catherine, par Serge et tout ça, ben, ça va faire partie de la discussion des prochaines années. Puis j'espère que la discussion qu'on a aujourd'hui va pouvoir se poursuivre. Et sur la question de la formation universitaire, ben là, je me sens interpellée comme prof. Et en parlant pour ma paroisse, oui, c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus, je crois, intégrées dans les formations universitaires. Personnellement, j'offre un cours en histoire publique, en muséologie, où est-ce que tous les enjeux dont on a parlé aujourd'hui font partie du plan de cours. Et je sais que d'autres universités vont dans cette perspective-là. Donc, vous avez un peu travailler comme pionnier là, dans le développement de ce genre de travail-là professionnel, mais ça commence à s'intégrer même dans le monde universitaire. Je vois le temps qui file, donc on va devoir mettre fin à la table maintenant, à la première partie, pour ensuite ouvrir la parole aux personnes qui vont être en ligne avec nous. Donc, je me permets, pour commencer, de vous remercier très, très sincèrement et chaleureusement de votre générosité pour ce partage-là de votre expérience de travail comme consultant. Je suis très, pas surprise, charmée de ce que ça veut dire comme travail et je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui sont en ligne en ce moment qui ont la même réflexion que moi. Donc, à partir de maintenant, on leur offre la parole. Merci. 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 Alors, rebonjour tout le monde. On s'est laissé pendant quelques petites secondes. Comme vous voyez, la captation a été faite il y a quelques temps. On a des cheveux qui ont changé de longueur, des teints qui sont un peu plus bronzés qu'au début de l'été quand a été fait la captation. Merci à tout le monde de votre présence en ligne et de vos interventions par message. On est en ligne encore pour quelques minutes afin de répondre à vos questions. Vous avez encore le temps de les mettre en commentaire. Vous voyez que de 4 que nous étions lors de la table ronde, nous ne sommes que 3 pour cette fin d'après-midi parce que Catherine Ferland, qui joue un rôle justement dans la question de l'organisation des rendez-vous d'histoire de Québec, est prise ailleurs pour l'après-midi. Donc, elle vous salue et on pourra peut-être essayer de répondre un peu à sa place si la situation se présente. Donc, si vous le permettez, moi, je me suis permise de prendre en note l'ensemble des questions que vous nous avez fournies. Certaines se recoupaient, certaines ont même fait l'objet de discussions tout à l'heure en direct sur le chat de Facebook. Alors, je vais les résumer et je vais laisser la parole à Émilie et à Serge pour y répondre. Je me permettrai d'intervenir si c'est pertinent. Donc, une des premières questions que nous avons reçues, ou la première en fait, concernait la question de l'accès aux sources et l'accès aux documents en période de pandémie. C'est une question tout à fait à propos et contemporaine. On sait que dans l'ensemble du monde d'historiens en ce moment, il y a des enjeux d'accès aux sources parce que les archives sont fermées, parce que les bibliothèques sont plus difficilement accessibles et aussi, ben, vous êtes plusieurs à travailler avec des enquêtes orales et j'imagine que c'est pas
tous les intervenants qui sont à l'aise de faire une entrevue, par exemple, en Zoom ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être quelques mots pour voir qu'est-ce que ça a eu comme impact dans votre travail quotidien au cours des derniers mois et puis comment vous avez pu pallier, là, peut-être avec ce manque d'accès aux sources. Vas-y, Émilie. Ben oui, moi, ça va être relativement court. Moi, j'ai été quand même chanceuse dans les derniers mois parce que moi, je suis en congé de maternité jusqu'en septembre prochain. Donc, je n'ai pas travaillé depuis décembre. Et les mandats que je vais faire cet automne, ce sont des mandats dont les sources sont déjà récupérées. Donc, j'ai déjà tout ça à la maison. Donc, j'ai beaucoup de chance. Je sais que c'est très problématique l'accès aux sources en ce moment. Là, ça rouvre progressivement et effectivement, l'archive, que ce soit la discussion avec quelqu'un ou l'archive écrite, c'est la base du travail de l'historien. Donc, espérons qu'ils vont rouvrir progressivement. Je sais que plusieurs ont eu des problèmes avec ça. Puis, ben, évidemment, c'est ça. Travailler en ligne, faire des réunions Zoom, des choses comme ça, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a de l'apprentissage, de l'acceptation à faire là-dedans. Mais voilà, je pense que Serge aura plus de choses à dire que moi sur cette question-là, puisque moi, je ne l'ai pas vraiment vécu, là, même si je peux très bien m'imaginer les problèmes. Oui, ça va avoir une incidence sur la recherche parce qu'au départ, ça allait durer quelques semaines, puis là, c'est des mois et potentiellement des années. Donc, il a fallu s'ajuster en conséquence. Je vais commencer avec la partie tragique, puis peut-être la partie un peu plus légère ou comique. Pour l'histoire orale, moi, je me suis essayé de faire quelques entrevues au téléphone et par Zoom, puis en fait, ça n'a pas fourni des résultats très intéressants. En fait, j'ai mis fin à cette partie-là de ma recherche, puis je l'appelle par en avant. Puis surtout quand on parle à des gens d'un certain âge ou qui auraient des problèmes de santé, je veux dire, je veux même pas lancer des invitations, je veux pas indisposer qui que ce soit ou mettre à risque qui que ce soit. Donc, pour l'histoire orale, je vous dirais que c'est vraiment difficile de ces temps-ci. Pour ce qui est de l'accès aux sources, on commence à avoir des meilleurs accès des sources numériques. Donc, on peut aller voir du côté de BANQ numérique ou des organisations qui auraient déjà numérisé leurs sources. Donc, j'ai privilégié ces sources-là en premier. C'est imparfait comme méthode parce que, d'une certaine manière, j'aurais choisi dans un projet que je fais au Nouveau-Brunswick, par exemple, où la frontière est fermée, j'aurais privilégié une autre collection de sources. En fait, si le projet n'avait pas besoin d'avancer. Donc, j'ai eu à choisir des procès-verbaux au lieu de rapports annuels. Je vais devoir le dire là, dans ma méthodologie qu'on a fait ce choix-là parce qu'on avait accès à des procès-verbaux en version numérique. Et puis, les archives à l'Université de Moncton étaient fermées à ce moment-là. Bon, pour ce qui est de rouvrir les archives, je pense qu'on a besoin de trouver des moyens en respectant la distance physique. Puis, pour ceux qui ont fait de la recherche dans des bibliothèques et des universités, puis des locaux d'organisation obscurs, c'est généralement pas un problème. On est généralement là seul. Donc, à un moment donné, je pense qu'on devrait le reconnaître aussi là, dans la manière qu'on l'organise. Certaines universités l'ont fait, mais c'est vrai que ça traîne. Ça semble pas être dans les priorités. Puis, je pense qu'il faut le faire là, pour l'avancement des projets comme les nôtres, mais aussi pour les étudiants pour qui ça a une incidence très néfaste là, sur l'avancement de leurs projets respectifs. Oui. Oui, d'ailleurs, c'est une préoccupation qu'on a eue à l'Institut d'histoire d'Amérique française il y a quelques mois, justement, là, de savoir comment les étudiants, les profs, les travailleurs se positionnaient par rapport à ça. Et c'était généralisé, là. C'était vraiment un sujet de préoccupation important. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Maintenant, deux questions qu'on a vues passer qui jouaient quand même un peu sur la même corde. Bon, notamment sur qu'est-ce qui fait la spécificité finalement du travail de l'historien autonome par rapport à d'autres travailleurs autonomes. Et ça me permettrait de faire le lien avec une autre question qu'on avait eue un petit peu plus tôt, qui est un peu la manière dont, comme historien, on doit prendre notre distance par rapport à notre sujet. Donc, vous travaillez avec des clients, vous devez faire des histoires souvent institutionnelles, ce sont des commandes. Il y a la manière dont ces clients-là interprètent déjà de manière préalable leur propre histoire, leur mémoire personnelle ou leur mémoire institutionnelle, on serait tenté de dire. Et vous devez faire œuvre d'historien avec la distance qui vient avec ça. Donc, il y a vraiment un travail
particulier, historique qui doit être fait. Comment est-ce que négocier cette particularité-là, finalement, du travail historien comme travailleur autonome? Je vous dirais qu'il y a des avantages et des désavantages à la distance et il y a des avantages et des désavantages à la proximité. Donc, dans notre travail, en fait, parce que on a peut-être une plus grande proximité avec les acteurs, avec les archives, avec des potentiels premiers lecteurs, il faut chercher à bénéficier de cette proximité-là, de cette confiance-là, pour peut-être obtenir un accès à des documents auxquels on n'aurait pas obtenu un accès si on avait cette distance-là, s'il n'y avait pas cette confiance-là. Donc, pour ceux qui font du travail, par exemple, en histoire autochtone, où il y a quand même beaucoup d'histoire orale, on va dire que cette confiance-là, ce rapport de confiance-là est essentiel à la réalisation de projets. Bien, quand on travaille sur des minorités, je vous dirais que c'est pas au même niveau, mais il y a quand même une nécessité pour établir ce rapport de confiance-là, puis qu'on mette nos cartes sur la table, finalement, par rapport à ce qu'on a envie de faire. Puis c'est pas un procès, c'est pas de la propagande, c'est une mise en valeur, une compréhension de l'histoire. Puis en fait, ça va arriver qu'on va se faire dire, ben j'aime pas ce que vous avez dit là par rapport à tout ça, vous avez rien compris, vous avez mal compris ça. Je vais leur dire, ben peut-être que mes sources étaient insuffisantes, trouvez-moi de meilleures sources. Et généralement, on arrive, en fait, ils ont raison sur le problème, ils n'ont pas raison sur la solution souvent, parce que l'invitation, pas à la censure, mais mettons à la complaisance peut arriver. Puis à ce moment-là, ben, je leur dis, ben écoutez, on peut fournir des opinions, des interprétations, séparer mémoire d'histoire et trouver de nouveaux faits, puis essayer de se rapprocher de ce moment-là. Donc, comment dire? Et parfois, ils ont raison par rapport à des aspects qui ne sont pas pertinents à la reconstitution de cette histoire-là. Donc, je vous dirais que je me dis qu'il faut toujours que je sois à l'aise et maître, à l'aise avec ce que je suis en train de faire et maître de l'interprétation. Et qu'elle peut être influencée, mais que j'ai besoin d'être à l'aise avec le résultat final et de trouver une solution si je ne suis pas à l'aise avec la direction que c'est en train de prendre. Donc, il y a un jeu de négociation là qui est pas toujours plaisant ou facile, mais pour lequel on a quand même plus de pouvoir, je pense, que certains le croiraient. Oui, moi, je suis d'accord avec Serge. En fait, c'est beaucoup de discussions avec le client. Moi, c'est ce que je retiens à la longue, ce qu'on apprend, c'est qu'on doit discuter et discuter et discuter et revenir toujours avec les mêmes sujets. Parfois, de rappeler, parfois, vous avez engagé un historien professionnel, mon avis vaut quelque chose. C'est mon nom qui est sur le livre, tu sais. Donc, on discute effectivement, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent de l'intégrer? Moi, je l'ai surtout vécu par rapport à des anecdotes, par exemple. Des anecdotes très, très, très fines qui prenaient quelques pages. Des fois que je me disais, oh, est-ce que c'est trop long pour le récit? Parce que pour l'histoire en tant que telle de l'institution, c'est peut-être pas si pertinent, mais cette anecdote-là, les personnes y tiennent. Donc là, on doit discuter. Est-ce qu'on le raccourcit? Est-ce qu'on le met tel quel? Est-ce qu'on l'enlève complètement? Des fois, j'ai fait valoir mon point et on a retenu ma solution. Des fois, non. L'important, c'est de jamais... il faut garder toujours la rigueur. Une fois qu'on a ça en tête, ben, il y a de la discussion qui est possible, effectivement, mais c'est vraiment un travail de communication et de savoir aussi beaucoup à l'avance qu'est-ce qu'on fait. Moi, j'en parle avec mes clients à l'avance. Écoutez, là, moi, je vais faire tel type de travail. Ça se peut que je rencontre des informations qui vous feront pas plaisir. Rendu là, on en discutera ensemble, mais préparez-vous à l'avance que c'est possible que ça arrive. Et donc, c'est ça, c'est toujours de ramener la discussion, de négocier, comme disait Serge. En fait, c'est vraiment ça. Puis, mais moi, j'ai été quand même chanceuse à ce niveau-là avec mes clients. J'ai pas trop eu de problème avec ça. Parce que reste que dans tous vos cours en histoire, vous avez appris à prendre une distance par rapport à votre sujet, à le problématiser, à l'objectiver d'une certaine manière. Là, vous devez jouer avec parfois l'identité même du client avec lequel vous avez affaire. Vous jouez dans l'affectif de certaines personnes, donc la distance à prendre est probablement pas toujours évidente là, pour eux, puis pour vous aussi. Parce que vous êtes en lien direct, donc il y a toujours
je vois qu'il y a quand même une situation ou une position relativement, un équilibre assez précaire à maintenir. Et ça nécessite, à mon avis, d'une très forte formation disciplinaire en histoire pour saisir où sont les limites, qu'est-ce qui est possible, et puis être capable d'établir vos propres limites par rapport à ça. Voilà, et ce qui est sans conséquence, finalement, puis des recommandations, comme Émilie disait, on va l'inclure, cette anecdote-là. Tu sais, il y a une certaine marge de manœuvre dans le travail qu'on fait aussi, il y a une certaine subjectivité dans l'interprétation, puis c'est une science inexacte à reconstituer le passé. On n'y arrive jamais parfaitement, donc il y a quand même un peu de jeu. Ce qu'il faut savoir, finalement, c'est de démêler l'utile de l'inutile ou du nocif. Puis moi, je perçois aussi que c'est beaucoup dans notre rôle de l'enseigner, là, entre guillemets, à notre client qui, lui, est très émotif par rapport à son sujet. Puis c'est bien normal, on se fait pareil, là. Si c'était notre histoire à nous qu'on écrivait. Donc, c'est très normal qu'il soit dans l'émotion. Et moi, je perçois que c'est mon travail, ça fait partie de mon travail de leur expliquer si je décide de retirer quelque chose, à quoi il tenait, pourquoi je le fais, pour quelles raisons, puis de mettre des raisons établies. Ceci dit, ça fonctionne évidemment pas toujours, et donc, mais c'est pas grave, là, c'est une discussion. C'est ça, et de les accompagner à un certain lâcher prise, parce que en fait, on va parfois nous dire, en fait, j'ai pas envie de parler d'XY question. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises. Puis là, on doit poser des questions. Mais pourquoi vous voulez pas en parler? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ou en fait, pourquoi? Puis c'est souvent, en fait, c'est des blessures qui n'ont pas été bien pensées. Puis si on réussit bien notre travail, on peut les accompagner dans ce lâcher-prise-là afin qu'ils reconnaissent qu'il y a d'autres interprétations, mais que au moins tout le monde comprenne un peu mieux. Puis dans le cas d'une histoire de famille ou de compagnie de famille, surtout il y a une vente, puis en tout cas ça se passe pas comme on l'aurait souhaité. On a besoin de faire une œuvre pédagogique pour tout le monde, pour que on ait une base à partir de laquelle on peut offrir une réconciliation. Comme je dis, ça c'est un travail qui est très enrichissant, pas facile nécessairement. Ça peut prendre 2 ans, mais on peut cette proximité là, c'est ça. Je la vois pas. J'essaie de toujours faire en sorte qu'elle soit un avantage et pas un désavantage. L'historien a un regard plus global. Tu sais, on voit, nous, l'histoire globale de l'institution sur laquelle on travaille, par exemple, ou de la famille sur laquelle on travaille. Des fois, de voir que l'événement dont on ne veut pas parler a une répercussion importante sur la suite, une répercussion positive. Des fois, ils sont pas capables de le voir. Mais là, de dire, mais écoutez, effectivement, c'était pas drôle ce moment-là, puis on n'a pas envie d'en parler, mais voyez comment ça a servi de base à transformer, par exemple, quelque chose. Et donc, si on le retire de cette histoire, on retire l'événement de cette histoire-là, il y a un trou, finalement, tu sais. Donc, voilà. Parfait. On a eu aussi certaines questions un peu plus, je dirais, concrètement sur votre offre de service. Qu'est-ce que vous offrez comme type de service? Il y en avait, sur est-ce que, par exemple, la simple gestion des archives fait partie de votre offre de service? On sait qu'il y a quand même des gens qui ont des certificats en archivistique puis en gestion de documents qui peuvent faire ce genre de travail-là. Mais comme historien habitué de travailler dans tout ça, est-ce que c'est le genre de choses que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que concrètement vous avez là, dans votre liste de produits, le panier de produits qu'on peut commander là? Moi, je n'offre pas de gestion d'archives. Je le dis tout de suite, j'ai pas de formation en archivistique. Je me sens pas à l'aise de faire ça, même si je navigue bien dans les archives. Gérer les archives et naviguer dans les archives, pour moi, c'est 2 choses différentes. Moi, j'offre beaucoup de recherche documentaire, analyse, rédaction. C'est principalement les services que je fais, parfois tous ensemble, parfois séparés, parfois c'est seulement de la recherche ou de la recherche et de l'analyse, mais sans rédiger un texte qui va être lu par plusieurs personnes. Des fois, on me donne une recherche déjà faite, il faut que je rédige un texte. Moi, dans mon panier, il y a également l'organisation d'événements historiques, donc par exemple, le Salon des sociétés d'histoire à Québec que j'ai organisé pendant quelques années. Ça tourne principalement autour de ça, je dirais. Maintenant, les entrevues orales, je peux faire des entrevues orales. Bon, je suis pas ethnologue, ceci dit, mais je peux faire des entrevues orales sans nécessairement utiliser moi-même ce contenu-là
pour faire un livre, chose que j'ai fait, mais bon, maintenant, j'ai fait assez d'entrevues orales pour avoir une certaine expérience là-dedans. En fait, plus on avance dans le temps, plus on fait des affaires qu'on n'a jamais fait avant, puis qui s'ajoutent à notre panier, finalement. Sans qu'on ait pris une formation nécessairement universitaire, qui, bon, parfois serait peut-être nécessaire, mais bon. Donc, ça dépend comment on perçoit l'histoire orale aussi, puis est-ce qu'on en fait notre méthode principale ou une méthode complémentaire. Dans mon cas, ça a toujours été une méthode complémentaire. En étant 20e, j'ai accès à des témoins. Donc, c'est un avantage que j'ai à faire l'histoire du 20e siècle. De la deuxième moitié, parce que la première moitié, en fait, je me pencherais pas sur... En tout cas, bref, ça serait pas possible. Mais je pense qu'il y a des possibilités à ce niveau-là. Puis, en fait, elle est là, à mon avis, le recours à l'histoire orale est là pour compléter les sources documentaires, les sources d'époque. Je vais toujours privilégier, à peu près toujours privilégier une source d'époque à comparer à une source orale parce que parfois la mémoire nous joue des tours. Puis la mémoire peut être utile pour nous transmettre le sens de l'histoire ou d'une expérience. Donc, c'est pour ça que c'est toujours pertinent, mais j'essaie toujours d'en faire, mais je le fais plus vers la fin du projet qu'au début. Mais ça, c'est un choix méthodologique, là, finalement, que je fais en partie parce que comme toi, j'ai pas fait l'histoire orale comme méthode principale d'enquête. Pour ce qui est des produits, finalement, en fonction du budget, je peux partir de l'enseignement d'un cours qui va me prendre quelques jours de préparation puis de mise en bouche puis de prestation. Donc, c'est moins qu'une semaine de travail, jusqu'à un article de magazine ou un article d'encyclopédie qui va peut-être me prendre quelques jours à 2 semaines. Pour ensuite passer à l'article scientifique, l'étude plus approfondie, puis finalement le projet de monographie qui est celui qui est le plus complexe ou le plus dispendieux parce que pour une monographie, il faut généralement travailler là-dessus environ 1 an à temps plein. Donc voilà, c'est plus compliqué, mais il y en a certains qui veulent aller pour la monographie tout de suite, qui ont leur idée en tête et puis qu'on souhaite faire ça. Puis à d'autres moments donnés, ils vont préférer y aller à la pièce en fonction des questionnements qu'ils ont. Parce que ça dépend d'où vient le financement. Est-ce que ça vient des fonds de fonctionnement habituels ou est-ce que ça découle d'une demande de subvention? Parfois, on va nous demander d'accompagner un client potentiel dans une demande de subvention. Ça, je l'ai déjà fait. L'accompagnement, ça va, je peux offrir ça gratuitement. Pour l'écriture d'une demande de subvention, là, dans ce cas-là, je vais demander un petit cachet parce que ça peut représenter quelques jours de travail. Donc, dans ce cas-là, je vais plus hésiter. Pour les appels d'offres, généralement, on fait ces quelques jours de travail-là sans être payé. Mais les appels d'offres, c'est pour des projets là, qui vont représenter là, quelque part entre 50 puis 80 000 $ par exemple. C'est pas des petits mandats de 2 à 5 000. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais oui, il y avait la question de l'accompagnement dans l'organisation des archives. Je travaille avec beaucoup d'organisations communautaires et souvent, ces organisations-là n'ont pas de procédure, surtout avec les documents numériques des 20 dernières années ou 30 dernières années. Ça peut être problématique. On est devant l'abondance parfois, puis on peut aussi perdre un paquet de choses aussi. Donc ça, c'est un défi auquel on fait face. Souvent, je vais essayer, si ça n'a pas été fait, d'offrir un inventaire, les accompagner pour tout simplement comprendre ce qu'elles ont à l'intérieur, dans leur disque dur puis dans leurs archives. À l'époque où on pouvait visiter des quartiers généraux, je faisais ça. Et puis ensuite, de leur offrir des conseils, de parler à un expert en archivistique à ce moment-là pour ce qui est le traitement de la collection en entier. Donc, il y a une grande variété, mais l'idée, c'est vraiment de faire valoir les bases de votre formation, finalement. Donc, tirer profit des bases de votre formation, puis tirer aussi profit de l'expérience que vous accumulez au fur et à mesure que les mandats se déroulent. Il y a un sujet peut-être pour conclure, puis en même temps, je me permets de dire s'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, on peut prendre encore quelques minutes. Mais le dernier point peut-être sur lequel on pourrait s'attarder, que j'ai vu revenir, c'est la question de la difficulté à se faire connaître
après ces études. Donc, il y a certains étudiants qui sont en ligne ou des nouveaux diplômés, des choses comme ça, et qui semblent trouver ça assez difficile de s'imposer, de se faire connaître, d'aller chercher des mandats. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil, comme stratégie à leur proposer? Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ou en même temps, ça peut fonctionner pour un, mais pas pour l'autre, là? C'est bien beau de dire il faut oser, mais on ose dans quelle direction, vers qui, de quelle façon, là? Serge, veux-tu commencer? Il faut faire du réseautage. Puis je pense que quand on est en train de faire des études supérieures, on peut commencer là. En fait, je vous dirais qu'il y a deux choses dans ma carte de visite. Bon, il y a le diplôme, il y a les publications. Puis les deux se trouvent dans un site web que j'ai créé par l'interface Squarespace. Donc, ça me coûte à peu près 200 $ par année pour garder ce site web-là actif. Puis, je le mets à jour là, avec une liste des mandats que j'ai fait. Donc, ça ne m'empêche pas d'approcher des gens ou des organisations que je ne connais pas et d'identifier un besoin potentiel. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais pour que des mandats nous soient proposés, il faut effectivement avoir un réseau. Et puis, un réseau qui est en lien avec le domaine d'expertise. Donc, des gens qui travaillent dans un domaine plus ou moins connexe de ce sur quoi on a fait de la recherche. Puis, il y a une partie de ce travail-là qui n'est pas payée. Donc, il faut voir, au départ, il faut en faire plus. Puis, en fait, on peut être étonné au départ de la quantité d'heures que ça peut prendre aussi, mais faut juger par rapport à combien il faut en faire pour obtenir le nombre de mandats qu'on a envie d'avoir. C'est pas simple, puis faire du réseautage, c'est pas simple. Ça a l'air simple quand on le dit, mais effectivement, où on va, à qui on parle, puis qu'est-ce qu'on dit? Moi, mes mandats viennent en grande partie de mon réseau, mais j'ai aussi appliqué sur des mandats dont j'ai vu, mettons par Facebook ou par LinkedIn, là, des gens qui cherchaient quelqu'un pour un mandat pour 200 heures. J'ai appliqué sur des choses comme ça, j'en ai eu. Donc, il y a certaines choses qui me viennent de cette façon-là, mais la plupart, c'est le réseau qui a commencé par mon réseau universitaire, bien sûr. J'ai comme réalisé éventuellement qu'au-delà de, mettons, aller dans un colloque, poser des questions, rencontrer des gens, en apprendre sur les sujets des autres, il faut aussi, moi, je dis maintenant ouvertement, ben moi, cet automne, mettons, je suis consultante en histoire, cet automne, j'ai rien. Je le dis. Puis avant, j'avais l'impression de quêter de la job. Il a fallu que je me parle fort pour me dire, je quête pas de la job, j'ai des compétences à offrir et je le dis, peut-être que quelqu'un que je connais va entendre parler d'un contrat. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Quelqu'un me dit, ah ben là, oui, effectivement, moi je connais Émilie Guilbeault-Caillé qui pourrait faire ça. Puis là, finalement, la personne à qui je l'ai dit a fait le relais entre une autre personne et moi. Et donc, ça s'est mis à rouler un peu plus vite quand je me suis mis à dire aux gens, ah ben là, mettons, dans 5-6 mois, je vais chercher un mandat. Si jamais tu entends parler de quelque chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Et c'est comme ça que plusieurs mandats sont arrivés sur ma table de travail. Donc, réseauter, aller dans des colloques, se faire, être dans des organisations, des conseils d'administration en histoire, des sociétés historiques et tout ça, c'est une chose qui est importante parce que c'est la base. Mais rendu là, il faut aussi faire savoir à ces gens-là ce que nous, on fait. Puis ce qu'on voudrait faire. Oui. Au-delà d'être juste au colloque, tu sais. C'est ça, et de relancer aussi des gens avec qui on a travaillé ou des gens avec qui on aura envie de travailler. Il faut qu'on sente l'enthousiasme, mais pas le désespoir. Oui, effectivement. Parce que là où on peut se trouver dans des pièges là aussi, là, où on pourrait accepter de travailler dans des conditions de travail qui sont inférieures aux standards qu'on s'est donnés. Puis, donc ça peut être un peu compliqué, d'où l'importance de la prévoyance aussi, de ne pas en prendre trop, mais de prévoir pour en avoir assez. Et ça, c'est pas nécessairement évident au départ non plus, mais bon, Émilie, toi, ça fait plus longtemps que tu fais ça que moi. Moi, je dirais que ça fait 4-5 ans maintenant. Je dirais que dans la dernière année ou deux, j'arrive à mieux prévoir maintenant. Mais pendant les 2 premières années, j'avais du mal à estimer
combien de développement que j'avais besoin de faire. Et en fait, quand passer à autre chose aussi, parce que je parlais des 4 conditions réunies, j'ai poursuivi là, des projets où il y avait 1 ou 2 conditions sur 4 qui étaient réunies, puis finalement, j'aurais pas dû. Là. J'aurais dû tout simplement imaginer d'autres projets où c'est ça, m'ouvrir à d'autres possibilités. Puis quand il n'y a pas de travail, c'est une opportunité aussi pour faire du ménage ou faire un projet à la maison ou aller en formation. Il y a toujours des choses à faire qui peuvent être utiles à ce métier-là, mais ça fait en sorte que quand on travaille, on a aussi besoin d'être bien payé parce que je pense que du travail ou du temps lié au travail qui n'est pas payé, on n'arrivera jamais à l'éviter au complet. Donc, le taux horaire doit payer pour plus que le travail comme tel. Fait que ce que je comprends de ce que vous m'avez dit, entre autres, puis j'ai vu quand même des commentaires d'étudiants apparaître là, dans notre liste. Donc, conseil aux étudiants, c'est quand même d'utiliser leurs années de formation pour commencer à se monter un dossier, avoir faire certains projets de recherche, certaines publications, certaines communications pour être capable ensuite de les faire valoir quand on va rencontrer des gens. Et ne pas avoir l'impression de quêter, mais d'avoir une attitude positive d'offre de service plutôt. Donc, c'est deux choses. Se monter un dossier pour avoir ensuite quelque chose à offrir sans avoir l'impression d'être en situation de désespoir, comme tu disais. Et d'être très zen par rapport aux conjonctures. Il faut toujours être à l'écoute. Ouais. Puis, en fait, ça se peut que parfois, c'est souvent la question financière qui n'est pas au rendez-vous ou pas au rendez-vous à ce moment-là. Bien, ça ne veut pas dire que parce que ça ne marche pas tout de suite, ça ne peut pas marcher dans 6 mois ou dans 1 an. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit, là, que ces gens-là, dans ces réseaux-là, on va les revoir. Donc, faut maintenir des bonnes relations. Ça veut pas dire qu'il faut se laisser manger la laine sur le dos. Là. Au contraire, je pense que si on arrive à ce point-là, c'est qu'on n'a pas assez bien communiqué, on n'a pas assez assez bien géré des situations plus complexes, mais ça s'apprend vraiment, puis apprendre à se faire confiance, comme vous le disiez. Mais tantôt, c'est un outil. J'en ai parlé durant la conférence, mais ça vient aussi de la valorisation de ce qu'on fait, puis de la prise de conscience de nos aptitudes qu'on apprend à l'université, puis à quoi elles servent et comment elles peuvent être appliquées. Une fois qu'on a pris nous-mêmes conscience de ça, qu'on se dit, mais moi, je suis capable d'offrir quelque chose que les autres font pas. Et là, on a moins l'impression de quêter quand on se dit ça. Puis, effectivement, profiter des années universitaires, moi, ça part vraiment de là. Faire beaucoup de contrats de recherche avec mon directeur de maîtrise, mon directeur de thèse, faire de la rédaction le plus possible, aller grappiller à gauche et à droite toutes les expériences possibles, tant pour apprendre que pour bâtir un CV. C'est les deux, en fait, là. Ouais, effectivement, Donc, si j'ai bien vu la liste de questions, on a quand même pas mal fait le tour. Il y a certaines questions qui ont été abordées, mais qui ont été répondues au fur et à mesure du fil Facebook. Donc, on aurait pas mal fait le tour de ce travail-là de l'historien consultant dans un format tout à fait nouveau. Hein? C'était pas prévu de faire ça en ligne. Donc, je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de se joindre à cet événement live et en différé. Et peut-être que l'année prochaine, on aura l'occasion de faire une prise 2 en direct à Québec dans le cadre des rendez-vous d'histoire. Donc, merci à tout le monde qui sont en ligne et merci à Serge, Émilie et à Catherine pour votre présence et votre générosité dans le cadre de cette table ronde-là. Donc, merci. Et puis, bonne fin de Rendez-vous d'Histoire de Québec. Merci. Merci, Karine. Merci tout le monde. Au revoir.